on va dire, que sont le gouvernement humanitaire et quelque chose comme un sujet politique, je vais m'appuyer sur effectivement quelques références à plusieurs années d'enquête de terrain dans des camps de réfugiés en Afrique, principalement, à partir de l'année 2000. Camp de réfugiés de Dadaab au Kenya, qui est connu pour être le plus grand camp de réfugiés au monde, avec 450 000 personnes qui y habitent. Camp de réfugiés de Maheba en Zambie, qui est principalement composé de réfugiés angolais, mais aussi de diverses autres nationalités, congolais, burundais, rwandais, pour un total de à peu près 58 000 personnes. Et les camps ou le circuit, le réseau des camps d'une région qu'on appelle la Mano River, qui est située en Afrique de l'Ouest, et qui fait référence au conflit dit de la Mano River, c'est-à-dire conflit en Libéria et Sierra Leone, et donc où j'ai circulé dans les camps de réfugiés et les camps de déplacés internes en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Et puis l'enquête qui est donc, comme vous voyez, très multi-située, ou une enquête en réseau, on peut dire, s'est développée également au Proche-Orient, et en particulier en Cisjordanie et au Liban, dans les camps palestiniens. Et puis jusqu'en Europe, avec un travail plus récent sur les campements de migrants en Europe, et en particulier à Patras, à Rome et à Calais, et finalement jusqu'à Paris, sous le pont Jaurès, juste à côté de chez moi. Donc c'est un terrain de campement et de camp qui n'est pas si exotique que cela, puisqu'on aboutit à peu près à la porte de chez soi. Par ailleurs, je m'appuie aussi sur un autre ouvrage, qui est un collectif que j'ai organisé, et dont la publication s'est faite il y a quelques mois aux éditions La Découverte. Ça s'appelle Un monde de camps. Et il y a une trentaine de chercheurs qui ont été assez facilement finalement réunis pour écrire 25 chapitres sur divers camps, campements, camps de réfugiés, camps de déplacés, campements, centres de rétention, camps de travailleurs. C'est-à-dire toutes les formes un peu de mise d'encampement, comme j'ai appelé, pour avoir un terme qui permette de traduire l'anglais encampment, que nous n'avons pas en français, qui consiste à... Encampment, c'est à la fois le camp lui-même, et puis c'est le fait de mettre dans des camps, de mettre des gens dans des camps comme solution politique ou solution de gestion ou de gouvernement des personnes qui sont mises là. Donc, ce qui était intéressant aussi dans ce projet collectif, qui a eu un soutien de l'ANR, ça a été finalement d'avoir la possibilité de réunir 25 études de cas sur les camps aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un domaine d'études, un domaine de recherche qui existe, qui n'existait pas quand j'ai commencé à faire ces recherches-là, c'est-à-dire, comme je le disais, dans l'année 2000. Il y a un vaste domaine de recherche en sciences sociales qui existe, qui porte non pas seulement, on va dire, sur les mobilités, les migrations, les déplacements, voire les déplacements forcés, qui porte sur les camps, les différentes formes de camps. Et donc, ça, en soi, c'est déjà une information, c'est-à-dire aujourd'hui, il est possible de réunir un tel ouvrage, il est possible de faire un grand colloque sur le paysage global de Caen, comme on l'a fait en octobre. Il est possible de faire ces choses-là, ce qui veut dire que le phénomène existe et est relativement stabilisé dans le monde, c'est-à-dire, comme c'est expliqué, je ne sais pas trop, c'est-à-dire que la solution des camps est une solution contemporaine. Ce sont des camps contemporains, ce ne sont pas des reliquats de l'histoire, et notamment de l'histoire de la Shoah, etc. Ce sont des camps contemporains, ce sont des camps de la modernité, et c'est une des formes que prend l'organisation
de la société à l'échelle mondiale, organisation sociale et organisation territoriale, voire organisation politique, les deux vont ensemble. Donc cette problématique qui est celle, et donc ça tombe très bien, qui est celle qui m'a interrogé dès le départ, c'est-à-dire d'aborder ces espaces et ces milieux sociaux, non pas sous l'angle du regard moral ou humanitaire, ou non plus sous l'angle de la géopolitique et des relations internationales, mais sous l'aspect d'espaces politiques, de nouveaux espaces politiques, de nouveaux espaces sociaux et de nouveaux espaces politiques. Donc je le ferai là, ce que je présenterai là aura ces deux aspects, et ces deux aspects en tension qui sont, d'une part, vous dire quelques mots de l'organisation de l'histoire et de la forme que prend ce que j'appelle le gouvernement humanitaire, qui se réalise pleinement, mais pas seulement dans le contexte de l'encampement, des camps. Et je vous parlerai aussi de la politique, au sens de l'agir politique, et donc de nous interroger sur quel est le sujet politique qui émerge. Et qu'a-t-il en face de lui? Il n'a pas d'État, donc qu'est-ce qu'il a s'il n'a pas d'État en face de lui? Voilà. Alors pour démarrer, je pourrais prendre deux images qui viennent de cette même région dont je vous ai parlé, à propos du conflit de la Mano River, de Sierra Leone. Des images, si vous voulez. La première se passe dans un camp de Sierra Leone, en fin 2003, où se trouvent encore des réfugiés libériens, et où il y a toutes les semaines une réunion d'une table à peu près comme ça, d'une quinzaine de personnes qui se répartissent le travail pour organiser tout ce qu'il y a à faire dans le camp. Donc il y a les représentants des différentes ONG qui sont là, il y a Médecins sans frontières, Jesuit Refugee Service, Lutheran Federation, World Federation, CARE, j'en passe, Merlin, etc. Ceux qui connaissent un peu ces ONG sont des grandes ONG, des grandes organisations internationales. Et il y a un chef de camp, il y a un grand administrateur qui représente le HCR, qui en l'occurrence n'est pas du HCR, mais qui est, comme dans beaucoup de camps, une grande organisation non gouvernementale qui sous-traite la gestion des camps. Et on passe en revue les différents sujets du management du camp, l'approvisionnement en eau, les questions de santé, la voirie, la ration alimentaire, etc., etc. Et puis, à ce moment-là, ça faisait déjà quelques semaines que je faisais mes enquêtes dans ce camp, j'avais remarqué qu'il y avait un fort mécontentement chez des réfugiés, parce qu'ils avaient demandé à ce que l'un d'eux les représente à cette table de réunion hebdomadaire. Et puis en fait, donc, ils avaient été quelques-uns à voter. Alors le vote n'était pas tellement organisé, mais enfin bon, il y avait une espèce d'assemblée dans laquelle ils avaient voté pour désigner quelqu'un qui les représenterait. Et puis l'administrateur du camp avait choisi quelqu'un d'autre que tout le monde détestait profondément et qui était connu pour son allégeance à Taylor, le président du Libéria d'alors, et donc il ne voulait pas des réfugiés qui étaient là. Donc, comme j'étais là un peu en observateur, donc j'avais fait part de ça à la représentante de MSF, puisque j'étais arrivé dans le camp dans les camions de MSF, on va dire. Et donc, je raconte cette histoire à la responsable MSF de cette réunion, qui, tout ça, un peu spontanément, raconte toute l'histoire à tout le monde. Et le chef de camp qui était là a eu une formule à la fois agacée et pure manifestation d'un pouvoir. Il a dit très exactement, et je m'en souviens très bien, le camp n'a pas besoin de démocratie pour fonctionner. Et donc, ça m'a beaucoup marqué. Je dis, effectivement,
on peut constater que le camp n'a pas besoin de la démocratie pour fonctionner. Ça fonctionne très bien, voire mieux sans démocratie. Et puis cette réunion hebdomadaire, c'est ce qui m'a donné le modèle empirique, si je peux dire, de ce que j'ai élaboré après un peu plus théoriquement, comme étant un gouvernement humanitaire, puisque c'était un gouvernement au sens très précis de gens qui se réunissent et qui gèrent la population qui est là, le territoire qui est là. Alors la deuxième image, elle n'est pas très éloignée de celle-là, c'est dans un camp proche, mais qui est en Guinée forestière, donc quelques centaines de kilomètres de là, à peu près à la même époque, et dans un camp, qui est le camp de Boréa, qui se situe pas très loin de la ville de Kisidougou, et donc pas très loin de la frontière de la Sierra Leone, et où il y a à peu près entre 7000 et 10 000, entre 7000 et 8000 à ce moment-là réfugiés, sierra-léonais et libériens. Et puis il y a au moins une douzaine d'organisations internationales, même un peu plus, sur cet espace-là. Et puis j'ai eu envie d'en faire la liste pour imaginer un peu quel est le paysage, puisqu'après, l'idée de paysage est restée, et le titre de travail de cet ouvrage qu'on a finalement appelé Un monde de camp était un paysage global de camp. C'est-à-dire c'est un paysage au sens physique, avant d'être aussi un paysage au sens des scapes d'Arjun Appadurai, et l'idée de prendre au pied de la lettre le terme de landscape, de paysage, c'est-à-dire de ramener le concept de paysage au terrain. Et comme vous savez, ou peut-être pas remarqué, dans les scapes de Appadurai, il n'y a plus de landscape. Il y a des métaphores ou des analogies qui sont construites à partir de l'idée de paysage, mais il n'y a pas de paysage proprement dit. Et donc j'ai voulu un petit peu rétablir le paysage dans sa concrétude à partir de vrais paysages, et donc qui ne sont pas forcément les images, et qui n'est pas l'esthétique catastrophiste qu'on donne généralement dans les médias des camps de réfugiés, avec ce côté à la fois massif, uniforme et précaire et misérable. Donc j'avais listé comme ça les organisations présentes sur le camp de Boréa à ce moment-là, et qui ont toutes des très grands panneaux à l'intérieur du camp, ce qui fait une espèce de... Vous êtes presque à Times Square, quoi, quand vous prenez. Vous avez des panneaux publicitaires de partout, parce que ce sont les panneaux des ONG qui sont présentes, plus leurs véhicules, qui ont également leur sigle. Donc on a sur le même lieu, qui n'est pas très grand finalement, le Programme alimentaire mondial de l'ONU, PAM, qui fournit et stocke des produits alimentaires, le HCR, qui coordonne l'ensemble des intervenants dans le camp, International Rescue Committee, IRC, des États-Unis, qui s'occupe d'écoles primaires, Médecins sans frontières, MSF, la section belge, dans ce camp-là, qui gère les 2 postes de santé du camp, Enfants réfugiés du monde, URM, France, qui mène des activités à ce moment-là. L'ONG s'est transformée ensuite, qui mène à ce moment-là des activités de loisirs, de récréation et de dialogue en direction des enfants. Action contre la faim, avec des projets agricoles, ACF France. Première urgence, PU, France, pour la distribution de nourriture et d'un élevage de poulets, et la gestion d'un élevage de poulets. La Croix-Rouge guinéenne, qui intervient dans le management du camp pour le volet social et distribue des bâches plastifiées pour faire le toit des cases. American Refugee Committee, ARC, États-Unis, qui propose des prêts d'argent pour soutenir des projets économiques et intervient également à propos de la violence sexuelle, programme dit GBF, Gender Based Violence. Le Centre pour les victimes de torture, CVT, États-Unis, pour les soins de santé mentale, Action of Churches Together, ACT, États-Unis, l'Église chrétienne, donc, ONG chrétienne, pour l'intervention de médecins psychiatres. L'Agence publique allemande de coopération technique, GTZ, qui intervient pour la construction du camp et l'animation d'un centre de formation professionnelle. On compte également les ONG Save the Children, bien connues, Save the Children Fund, Grande-Bretagne, et le Centre canadien d'études et de coopération internationale, CECI Canada, ainsi qu'une ONG guinéenne pour l'assistance alimentaire aux vulnérables,
puis également le Relief Activities of Detraumatization and Improvement of Refugees, RADIR, qui est une ONG créée sur place par quelques réfugiés qui cherchent à développer des activités sportives, théâtrales, de jeux de rôle, etc. On a encore le Bureau de coordination des réfugiés, BCR, qui représente le gouvernement guinéen et qui organise et contrôle une brigade mobile de sécurité de la police guinéenne, ainsi que 43 assistants de sécurité qui sont sélectionnés parmi les réfugiés. Enfin, un comité de réfugiés qui a été mis en place sous le contrôle du HCR et du BCR, le Bureau de coordination des réfugiés guinéens. Dans ce paysage, qui est donc un paysage, comme vous voyez, très global, dans ce sens-là, il convient de mentionner aussi les grands panneaux, comme je le disais, les drapeaux des organisations onusiennes, les compounds, c'est-à-dire les lieux d'installation, des bureaux, des ONG, et encore et surtout le manège des 4x4 qui circulent dans l'enceinte du camp. Donc on a, si vous voulez, par cette énumération, une image d'une certaine ambiance telle que les réfugiés qui sont là peuvent voir l'ambiance du camp qui caractérise le camp, c'est-à-dire une impression d'abord d'un excès d'encadrement, d'un excès de présence sur un lieu qui est un lieu inédit, qui n'existait pas avant la fabrication de ce camp, et il est inédit pour tout le monde, et d'abord pour les gens qui sont là, qui arrivent là dans ces lieux. Mais par ailleurs, comme on le sait, c'est une présence très visible, mais beaucoup moins efficace que ce que peuvent le laisser imaginer le côté massif de la présence, et puis la multitude de réunions entre toutes les ONG, et là, en l'occurrence, ce sont des réunions de coordination inter-agencies qui ont lieu régulièrement, plus des réunions dites de sensibilisation, etc., etc. Donc des lieux où on a un peu la réunionite, si vous voulez, et comme vous voyez, un ensemble d'organisations, de bureaucratie, quoi. Une espèce de manifestation de la bureaucratie internationale sur un petit espace perdu dans la forêt guinéenne. Voilà. Alors pour les réfugiés qui sont là, cette présence et ces observations viennent en tout cas en partie de ce que je vais vous dire aujourd'hui, vient d'un article dans un dossier qui a été, que je trouve assez bien fait dans la revue Pouvoir, un dossier sur les réfugiés, où vous trouvez entre autres le fameux article de Hannah Arendt qui s'appelle Nous les réfugiés, et puis un ensemble d'articles sur différents sujets qui concernent le monde des réfugiés. Donc j'avais noté à ce moment-là que pour les réfugiés qui sont là, cette présence internationale forme seulement une partie du contexte de leur vie réelle, et c'est une partie qui les considère comme des victimes, qui les traite comme des personnes ayant droit, comme des ayants droit d'une assistance internationale, une assistance sur laquelle ils n'ont pas de prise, qu'ils ne contrôlent pas, et à propos de laquelle ou bien ils acceptent en silence ce qu'on leur dit d'eux et ce qu'on leur donne, ou bien ils sont considérés, et c'est assez fréquent aussi dans le langage des organisations humanitaires, ils sont considérés comme des tricheurs, des roublards, des manipulateurs, des voleurs, etc., des profiteurs, ceux qui par exemple se débrouillent pour avoir deux cartes de ration alimentaire pour leur famille au lieu d'une seule, sont considérés comme des profiteurs du système. Ceux qui revendent une partie de la ration alimentaire pour acheter d'autres choses sont considérés comme des tricheurs, etc., etc. Donc on est dans un monde aussi plein de jugements moraux où d'un côté on a un discours compassionnel très fort qui viendrait justifier toute cette présence et cette concurrence de l'assistance, parce que vous voyez qu'entre l'organisation américaine CVT qui prétend soigner les gens de la torture et une organisation également américaine et chrétienne qui amène des psychiatres qui eux aussi vont dire on va faire du post-traumatique. Bon, il y a aussi, on cherche un peu des victimes pour justifier la présence des organisations qui sont là. Et donc, d'une certaine façon, faire de ces lieux des lieux pleins de sens pour quelque chose qui serait le monde humanitaire, l'intervention humanitaire en général.
Alors, il y a aussi un autre élément qui est très présent, qui est toujours dans la théâtralité, si vous voulez, ou dans le paysage de ces lieux, c'est l'impression à la fois de précarité et d'urgence. On est dans des lieux qui ne sont pas supposés durer, et les gens qui sont là toujours avec un sentiment d'urgence. Quand je dis les gens qui sont là, je parle des ONG, toujours des organisations internationales. Donc il y a comme une injonction urgentiste qui définit la vie dans les camps et qui impose en outre aux travailleurs des organisations humanitaires internationales d'avoir toujours quelque chose d'urgent à faire, de toujours être en train de courir, d'être dans un 4x4 à toute vitesse, d'aller par ici, d'aller par là, etc. Un empressement qui contraste énormément avec la lenteur qui caractérise le rythme des réfugiés dans les camps, lenteur qui est, elle, la forme visible de plusieurs états possibles de ces réfugiés encampés, mis dans des camps, et qui sont là en réalité depuis plusieurs années. Et donc ils voient défiler des gens d'ONG qui viennent passer quelques semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et eux sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et alors que dit cette lenteur? C'est évidemment la souffrance du déplacement, la souffrance des violences qui ont été vécues, l'ennui, parce qu'on n'est pas supposé, on est supposé ne rien faire quand on est dans un camp, puisqu'il n'y a pas d'existence sociale, économique, en principe, donnée au camp, ou bien la mélancolie attachée au lieu perdu et à l'incertitude du devenir, mais aussi le tissage de nouveaux liens sur place, des mariages, des unions, des naissances d'enfants, et la transformation des habitations qui se fait toujours, effectivement, avec une certaine lenteur, puisque les gens transforment progressivement, après plusieurs mois ou plusieurs années, les lieux où ils habitent. Ce ne sont plus des tentes comme on voit généralement sur les images, mais ce sont des lieux que, si on en montrait les images dans les documents, dans les médias, on dirait, mais ce ne sont pas des camps, et pourtant ce sont quand même des camps, simplement les lieux, les genres d'habitat ont été changés. Donc on a une espèce de présent suspendu, de présent en attente, dans la vie des camps, où se croisent des humanitaires expatriés qui s'affairent dans une urgence sans fin, et des réfugiés qui essayent de se repérer et de refaire lentement une vie sur ces lieux qui sont nouveaux pour eux et qui sont marqués par la précarité et l'absence de futur. Alors j'irai très vite pour vous parler un petit peu de ce que derrière cette coprésence dissonante entre l'humanitaire et les réfugiés, derrière cela, il y a en fait un malentendu plus profond, inhérent à toute situation humanitaire, et qui peut-être s'explique avec un peu d'histoire de ce qu'on pourrait appeler le récit humanitaire. Alors, on peut dire que le récit humanitaire, c'est un des grands récits de la mondialisation, au sens où c'est dans l'humanitaire, et en particulier dans ce qu'on a appelé le mouvement du sans-frontiérisme, qu'on a commencé à systématiquement se définir comme étant le monde en tant que monde, c'est-à-dire on s'occupe de tout ce qui se passe dans le monde, et donc il y a d'une certaine façon une part humanitaire de l'édification du monde mondialisé qui s'est développée avec énormément de réseaux de toutes sortes, et qui a pour objet de mobilisation la victime de quelque chose, une personne qui est un humain, mais un humain diminué, altéré, et finalement éventuellement un humain imparfait qu'on doit améliorer pour rejoindre un petit peu les propos qu'on peut entendre sur à la fois l'humanitaire et le développement, par exemple, qui sont qui se réfèrent en général à un humain, mais un humain altéré ou imparfait. Alors il existe différentes manifestations, je vais y revenir, différentes manifestations de ce global local, comme on dirait, ce glocal, certains ont dit, c'est pas très joli, mais
C'est par exemple les coordinations internationales, les coordinations locales d'organisations internationales sur certains lieux clés. Par exemple, je parlais de Dadaab, mais il y a à la frontière entre le Kenya et le Soudan un lieu que tous les gens qui travaillent dans l'humanitaire connaissent. C'est une gigantesque plateforme logistique avec aéroport, camions, lieu de circulation du matériel humanitaire et des gens qui interviennent pour se dispatcher dans différentes régions. Et puis il y a des clusters, comme on dit, les coordinations locales d'intervenants humanitaires, qui est en gros dans chaque ville importante autour de laquelle se trouvent des camps ou différentes formes d'intervention humanitaire. Ces clusters sont des dispositifs d'intervention où on voit à l'œuvre, bon gré mal gré, une collusion entre les interventions militaires et les interventions humanitaires. C'est le cas, en gros, les interventions militaires onusiennes qui, en général, elles souhaitent être accompagnées par des interventions humanitaires, et même si certains humanitaires n'aiment pas cela et donc refusent d'avoir des relations personnelles, par exemple, avec les militaires, c'est le cas bien connu de Médecins sans frontières, par exemple, ils ne peuvent pas refuser de participer aux réunions techniques dans lesquelles se fait la coordination entre l'humanitaire et le militaire. Alors, très rapidement, la formation de ce récit humanitaire, bon, vous connaissez tous, ou bien ça fait partie de l'histoire sans doute, c'est le temps des French Doctors, comme on a dit, les années 70, où l'engagement qui venait du premier monde, du monde occidental, européen, dans une mouvance politique et morale anticolonialiste et de soutien au mouvement de libération nationale des pays du Sud, a donné, dans l'ensemble des mouvements qui se sont développés dans les années 70, que ce soit écologiques ou ethno-politiques ou des cultures urbaines marginales ou alternatives, dans cette même mouvance-là, il y a eu aussi ce qu'on a appelé le mouvement humanitaire, ou le mouvement humanitaire contemporain, et l'idée du sans-frontiérisme, avec la naissance de Médecins sans frontières en 1971, qui est en fait la réunion de quelques médecins engagés dans la Croix-Rouge et des journalistes impliqués dans l'hebdomadaire médical français Tonus, où a été décidée la création de cette organisation. Je vais très vite, pour y venir, deuxième configuration, les années 80-90, où avec le développement de différentes formes de conflits qui sont liés à la fin de la guerre froide et à la naissance d'un monde qu'on imaginait, ou que certains imaginaient comme un monde unique, unifié, etc., la multiplication des conflits dans les années 80 et 90 principalement a vu une certaine professionnalisation des ONG. C'était un peu fini les Flying Doctors en sandales et à cheveux longs. Il fallait devenir des vrais professionnels et donc d'une certaine façon industrialiser, professionnaliser le monde humanitaire. En même temps, c'est le moment où on a des créations au niveau de l'ONU de grandes organisations comme OCHA, le bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires. Donc on essaye de donner une dimension globale à ce moment-là, à l'intervention. Ça se passe en 92. À la même époque est créé ECHO, le bureau de l'Union européenne pour l'aide humanitaire. Donc on commence à avoir un contrôle par les financements des organisations petites ou grandes au niveau européen. Donc on se détache du niveau national. Il y a des disputes entre certaines organisations comme le HCR et justement OCHA dont je parlais, l'organisme de coordination des actions humanitaires, sur qui va prendre en charge, sur la prise en charge de certaines catégories de population, et notamment sur la question des déplacés internes. Pendant plusieurs années, il y a eu des disputes au sein des Nations Unies pour savoir quelle organisation allait avoir, en quelque sorte, le marché, si je puis dire, des déplacés internes, qui sont aujourd'hui,
considéré comme étant entre 25 et 30 millions, voire plus de 30 millions, c'est-à-dire un chiffre qui est beaucoup plus important que le chiffre des réfugiés internationaux, hein, des réfugiés qui ont passé une frontière proprement dit. Et donc finalement, le HCR a eu, mais très récemment, finalement, la reconnaissance de sa prise en charge des déplacés internes. Cela dit, il est encore concurrencé, et là, il y a une concurrence féroce entre le HCR et une autre organisation qui est l'Organisation internationale des migrations, qui s'est développée à cette époque-là, et qui maintenant, de fait, est l'organisation qui prend en charge les déplacements de masse, les rapatriements, les réaffectations, les réenvois de réfugiés ou de déplacés dans d'autres pays, etc. Donc les années 90 sont, de ce point de vue-là, un tournant pour le monde humanitaire, dans le sens d'une professionnalisation, et certains ont évoqué d'une industrialisation. Donc c'est aussi à cette époque-là, par exemple, que MSF a ouvert un établissement qu'on ne connaît pas en général, mais qui est l'unité logistique de Bordeaux. L'unité logistique de MSF à Bordeaux est une unité qui se trouve à côté de l'aéroport de Bordeaux et qui croît régulièrement, où se trouve le matériel, donc le matériel jusqu'à des véhicules, les stocks de médicaments, les tentes, les bâches plastiques, tout le matériel du dispositif et de la logistique humanitaire qui a été créé à ce moment-là et qui s'est développé et qui maintenant est devenu aussi une autre plateforme de logistique qui ne sert pas seulement à MSF, mais qui sert en général pour les organisations humanitaires au niveau français, voire européen. Donc on a plus généralement, exactement dans cette période des années 80-90, on a soit la naissance de certaines organisations, mais surtout leur internationalisation. C'est le cas de MSF, hein, qui devient un mouvement international en 1997. C'est le cas de CARE, États-Unis, qui est créé en 1946 aux États-Unis, qui devient un réseau international dans les années 70 et qui se développe avec des antennes dans plusieurs pays dans les années 80. Le cas de IRC, dont j'ai parlé tout à l'heure, International Rescue Committee, qui se prend une dimension internationale aussi à ce moment-là. C'est le cas de Oxfam, qui est une organisation britannique qui a été créée dans les années 40, mais qui est devenue Oxfam International en 1995, de Save the Children, dont je parlais, qui est une organisation qui est née à Londres en 1919, mais qui est devenue Alliance internationale Save the Children en 1997. Donc vous voyez, la période 80-90, c'est la consolidation, la professionnalisation et l'internationalisation, c'est-à-dire la prise de dimension internationale de toutes ces organisations. Et puis on a, on va dire, un troisième moment, qui est peut-être le moment qui est encore, je crois, le moment dans lequel nous sommes, qu'on a pu appeler le moment de la guerre contre le terrorisme, après le 11 septembre 2001, où effectivement, à ce moment-là, on a eu quelque chose à l'échelle mondiale qui s'est mis en place, qui est une volonté de contrôler le monde sous une forme impériale, ou sous une forme d'un empire unique, hein, comme ont pu l'écrire Tony Negri et Michael Hart, un empire dans lequel des armées font la police, hein, et les humanitaires vont soigner les dégâts qui ont été faits, ou les dégâts collatéraux, comme l'a écrit Zygmunt Bauman, les dégâts collatéraux de ces interventions dans le monde, donc en Afghanistan, l'Afghanistan ou l'Irak en 2001 et 2003 ont été les théâtres de cette type d'intervention. Et puis, comme vous savez, en 2011, on a parlé de guerre humanitaire à propos de l'intervention armée en Libye. Donc, dans ces cas-là, il y a ce que j'avais appelé la main gauche de l'Empire, parce que la main droite étant la main qui frappe,
la police, et puis la main gauche, c'est la main qui soigne, en reprenant une expression que Bourdieu avait utilisée pour parler des travailleurs sociaux, des professeurs, des infirmiers, etc., qui, en France, soignaient les dégâts tenter de soigner désespérément les dégâts créés par une politique de plus en plus excluante et appauvrissante. Donc c'est là, dans ce contexte-là, ou avec cette histoire-là, que s'est formé quelque chose que j'ai appelé le gouvernement humanitaire, dont je dirais juste 2 mots très rapidement, pour pas m'étendre trop là-dessus, et puis j'ai beaucoup écrit là-dessus, donc je vous y reporte. C'est d'abord un gouvernement humanitaire qui a la forme, on va dire, d'un dispositif. Ça n'est pas un gouvernement où il n'y a pas encore aujourd'hui de grands gouverneurs généraux à l'échelle mondiale. Ça a plutôt la forme de dispositif où circulent des idées, où circulent des personnes, où les gens se connaissent, où on peut passer d'une organisation à une autre. Donc il y a un marché du travail qui est très important. Ce marché du travail fait que tout le monde a intérêt que le besoin d'intervention humanitaire finalement se reproduise. Et bien souvent, dans ces secteurs-là, il y a une collusion étrange entre la nécessité de faire des budgets, comme toutes les administrations qui font un budget pour l'année prochaine, et de répondre aux urgences. Et donc des fois on a plus de budget que d'urgence, et donc on est prêt éventuellement à imaginer ou voire à inventer des besoins en excès, des victimes nouvelles pour aller leur apporter quelque chose. Cela peut vous paraître cynique, mais je vous assure que ça existe. J'ai passé 6 mois au conseil d'administration, 6 ans, pardon. J'ai passé 6 ans au conseil d'administration de MSF, et les discussions budgétaires sont certainement les plus passionnantes dans ce contexte-là. Sachant qu'au sein de MSF aussi, comme de ces organisations, ces choses-là sont critiquées, et donc on peut les critiquer publiquement. Donc la forme d'un dispositif, la forme d'un marché du travail, des formes aussi réticulaires, d'une certaine façon, qui mettent tout un tas d'espaces en relation, puisqu'il y a toujours des interventions, il y a effectivement des actions. Ce n'est pas un pur global, c'est un dispositif multilocal, si on peut dire, lui-même. Et puis, dans ce dispositif, il ne faut pas croire que seules les organisations humanitaires sont concernées. Je crois que l'humanitaire fonctionne un peu comme un drapeau, dans ces cas-là, qui peut servir pour tous les intervenants, publics ou privés, gouvernementaux, intergouvernementaux ou non gouvernementaux, qui peuvent se dire, intervenir au nom de l'humanitaire. Et on le voit jusqu'à l'excès ou à la caricature ou au paradoxe, dans la formule de la guerre humanitaire, par exemple, où d'une part il y a de la guerre, d'autre part il y a de l'humanitaire, mais il est de bon ton de faire plutôt une guerre humanitaire et d'amener avec soi, et c'est ça qui crée aussi des tensions, mais cette tension est un paradoxe permanent de cette forme-là, de ce dispositif-là, des armées qui amènent avec elles des humanitaires pour intervenir. Alors il faut savoir donc qu'il y a certaines velléités de coordination mondiale, même si elle n'est jamais réalisée. Donc le HCR est l'organisation qui est la plus importante, qui joue le rôle le plus important sur le plan politique et sur le plan économique, nonobstant la concurrence très forte de l'OIM, comme je vous disais, l'Organisation internationale des migrations, qui de plus en plus intervient sur les mêmes terrains, auprès des mêmes personnes. Le HCR sous-traite ses opérations en passant des contrats avec de nombreuses ONG pour intervenir auprès des réfugiés qu'il a en charge, et en particulier dans les camps. Plus de 500 ONG au cours de l'année 2000, 575 en 2007, et encore 550, ou le même chiffre à peu près, à l'heure actuelle. Parmi ces ONG, on en compte à peu près 400 ONG nationales et 150 ONG internationales
sur ces chiffres de 550. Donc, de nombreuses ONG qui sont en sous-traitance. Et puis, comme je l'ai évoqué, la création en 92 et dans les années 90 de différentes organisations à visée supranationale, comme ECHO ou OCHA, ECHO au niveau européen, OCHA, l'organisation de coordination de l'action humanitaire au niveau mondial, donc manifeste cette volonté de passer au-dessus des contextes des États-nations. En 2010, une douzaine d'organisations non gouvernementales internationales mobilisaient 90% des fonds de l'ensemble des ONG humanitaires et une petite part d'entre elles disposaient de budgets supérieurs à celui du HCR. Donc on a aussi avec ça une image, si vous voulez, du monde économique et du monde du travail que représente ce dispositif mondial de l'humanitaire avec de très grandes ONG, MSF au niveau international étant une de ces très grandes ONG, mais il y en a d'autres qui sont plus importantes, comme Oxfam par exemple, qui est une des plus grandes, sur le plan économique, et sur le plan du personnel qui est employé, des plus grandes organisations internationales, ou bien l'ONG américaine mais globale, comme CARE par exemple, qui ont cette dimension-là, cette dimension globale qui est intégrée dans la représentation de l'action de ces ONG. En 2006 a été créé au niveau des Nations Unies, a été créé le Global Humanitarian Platform, la plateforme mondiale de l'aide humanitaire, pour réunir et coordonner ce qui est considéré comme les trois principales composantes de l'intervention humanitaire: les ONG, d'une part, que j'ai mentionné, les grandes ONG internationales, le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est une grande, comme vous savez, une organisation internationale à plusieurs branches et qui est relativement autonome des autres ONG, et les Nations Unies, avec les organisations internationales qui sont associées aux Nations Unies, et notamment l'Organisation internationale des migrations, la Banque mondiale et d'autres organisations. Donc la volonté étant de fluidifier et harmoniser les relations entre ces différentes composantes pour gagner en efficacité d'intervention et contrôle. Et puis c'est à la même époque, donc dans la même année 2006, que l'ONU a mis en place la stratégie dite des clusters, des regroupements locaux pour organiser la coordination et la division des tâches entre les différentes ONG internationales. Alors il est évident que pour que tout cela fonctionne, il faut qu'il y ait l'image de ce qu'on appelle un bénéficiaire, et le bénéficiaire est plutôt une bénéficiaire dans l'idéal, est une victime. Et donc cette image de la victime, bon, on en a sans arrêt, je ne vais pas trop la développer, elle a aussi été beaucoup commentée, on en a des images sans arrêt sur les différents supports médiatiques des organisations internationales qui nous demandent des dons, puisque le don est toujours associé à l'image en général d'un enfant noir, famélique, ou d'une femme noire ou au teint basané, qui présente plutôt un visage de souffrance et qui demande donc d'intervenir. Alors c'est un mélange, un message qui mélange la compassion et le rapport que certains considèrent, et que je considère aussi, de type postcolonial, si vous voulez. Postcolonial dans la mesure où on est toujours dans un rapport de domination, et ce rapport de domination n'est pas incompatible avec le sentiment de la compassion, puisque il était aussi présent il était même très, très important dans l'administration et dans l'intervention coloniale, et notamment dans l'intervention médicale coloniale, puisque ça a été quelque chose qui a existé. Et d'une certaine façon, cette domination de type colonial suppose que les gens sont souffrants,
que les gens ne savent pas eux-mêmes de quoi ils ont besoin, et que le savoir et l'élan compassionnel vient des pays du Sud vient des pays du Nord vers les pays du Sud, et que c'est ça le sens de la compassion qui accompagne la domination. Bon, évidemment, il y a beaucoup de commentaires qui ont été faits là-dessus. On pourra y revenir. Il y a plusieurs scandales, par exemple le fait d'éventuellement faire du trafic d'enfants sous la modalité de l'intervention compassionnelle, où on dit ces enfants peuvent être très maltraités puisque leurs parents de toutes les façons sont incapables de les traiter, donc il est tout à fait justifié de les prendre et de les faire adopter par des familles occidentales, moyennant quoi on prend un petit peu de revenus, un pourcentage en passant, il n'y a pas de mal à ça. Et donc on fait passer comme ça un système qui est de l'ordre du trafic des êtres humains, comme on le dit dans les organisations internationales, mais où des gens de bonne foi dans le monde occidental peuvent être amenés à se trouver mêlés à ces trafics, et ça a été le cas avec la fameuse affaire de l'arche de Noé, de l'arche de Zoé, non, de l'arche de Zoé, qui justement reprenait le modèle de l'arche de Noé, compassionnel, chrétien et de secours, si vous voulez, pour faire quelque chose qui, de fait, au niveau du droit international et du trafic d'êtres humains, quoi. Et donc, alors, sans aller jusque-là, mais tout en considérant que ça existe, et je peux aussi témoigner d'un certain nombre de choses que j'ai vues, et notamment de violences sexuelles, par exemple, de la part de travailleurs humanitaires sur des réfugiés, notamment des jeunes filles réfugiées, par exemple, où on se donne le droit d'exercer une autorité qui peut être très violente en échange d'aide alimentaire, par exemple, puisque de toute façon c'est pour le bien des victimes qu'on fait ça, et que donc on peut le faire, et qu'il n'y a rien de mal à ça finalement. Donc on pourra revenir là-dessus, mais c'est pas tellement ça que je voudrais développer, c'est l'inverse, c'est-à-dire ce qui se passe très souvent aussi dans ces contextes humanitaires, et puis la possibilité, pour revenir au sujet du séminaire, la possibilité de voir quelque chose comme un sujet politique qui émerge dans ces lieux où le sujet politique est assez improbable a priori lorsqu'on circule dans ces lieux. Alors d'abord, pour là aussi partir d'un cas concret, je reviens au camp que je vous présentais au tout début, le camp de Boréa, dans la région forestière de Guinée, pour ajouter un élément un petit peu à la complexité de la situation. En août 2003, des travailleurs d'une ONG humanitaire se sont fait séquestrer par un groupe d'une 50aine de femmes réfugiées sierra-léonaises qui les retiennent sous la pluie dans la rue principale du camp tout un après-midi, jusqu'à obtenir des bâches plastifiées pour le toit de leur case construite en terre et en chaume, qu'elles avaient reconstruite en terre et en chaume, et tout inondé par des pluies diluviennes. Les travailleurs humanitaires qui se trouvaient séquestrés ne comprenaient pas pourquoi elles faisaient ça et pourquoi elles leur faisaient ça à eux, et ils leur disaient que la livraison des bâches n'était pas du ressort de leur organisation, et que donc il fallait s'adresser à l'autre organisation qui était responsable des bâches pour ça, ce à quoi les femmes avaient répondu: toutes les ONG sont semblables, comme tous les réfugiés sont semblables, et donc vous resterez sous la pluie tant que nous n'aurons pas nos bâches plastifiées. Après plusieurs heures de confrontation, elles obtinrent finalement l'engagement par les responsables du camp que leurs bâches plastifiées leur seraient livrées dans les jours suivants. Alors je continue un tout petit peu l'histoire avant de venir sur mon commentaire, parce qu'en fait l'histoire elle a continué de la façon suivante. Rendez-vous a été pris pour rencontrer 3 jours plus tard le représentant de l'administration du camp pour faire part de cette situation. Mais entre-temps, la femme leader de ce mouvement de femmes demandant des toiles plastifiées a eu des contacts personnels pour lui proposer à elle de lui donner très vite une bâche plastifiée, et qu'elle laisse tomber la réunion qui allait avoir lieu,
qu'elle ne vienne pas à la réunion. Donc ce à quoi elle avait répondu, il n'est pas question que je reçoive toute seule mes pages plastifiées, j'irai avec mes copines. Et donc on s'est retrouvé dans quelque chose, je dis ça parce que c'est un peu de la négociation politique qu'on connaît bien en général dans ce genre de situation. Il y a eu quelque chose comme une négociation politique, si vous voulez, qui s'est fait, et finalement ces femmes réfugiées sierra-léonaises sans mari se sont retrouvées avec leur bâche. Cette mise en cause de l'ordre normal du camp prend la forme donc d'une action ou d'un agir politique sur le plus improbable des espaces politiques, le camp de réfugiés qui incarne la scène humanitaire de la manière la plus aboutie et complète. D'autres conflits du même genre existent et il peut être intéressant de les énumérer parce qu'on ne connaît généralement pas. On croit que les camps de réfugiés sont des lieux pacifiés. C'est des lieux qui sont en général en dehors des lieux de conflit, mais qui sont aussi le lieu de conflit eux-mêmes. Manifestations devant les compounds, devant les bureaux humanitaires des camps pour réclamer de rentrer au pays, par exemple, comme j'ai pu le voir de Libériens en Sierra Leone qui avaient organisé une grande manifestation pour la visite du délégué général aux réfugiés qui faisait une visite dans le camp et qui donc avait organisé une réunion avec le HCR du camp et les ONG, et les réfugiés avaient manifesté en disant qu'eux voulaient partir de ce camp, que c'était invivable, qu'ils en avaient marre, qu'ils étaient traités de très mauvaise manière, etc. Et donc ils avaient organisé une manifestation de rue dans le camp. Boycott de la ration alimentaire du Programme alimentaire mondial, ce qui est intéressant parce que le boycott de la ration alimentaire qui existe dans certains camps est difficile à organiser parce qu'il faut avoir des réserves, si on peut dire. Pour pouvoir faire un boycott de la ration alimentaire, il faut que les gens ne dépendent pas exclusivement de la ration alimentaire. Donc effectivement, il y a des systèmes dans les camps où les gens revendent une partie de la ration alimentaire et avec ça font un peu soit de l'achat et revendent d'autres produits comme des petits produits de première nécessité, comme on dit, soit font un peu achètent aux autochtones en dehors du camp des terrains dans lesquels ils vont faire un petit peu d'agriculture vivrière, des tomates, des oignons, pour avoir ces éléments aussi dans la ration, puisqu'ils ne sont pas présents dans la ration. Et donc il y a petit à petit une certaine autonomie, on va dire, même si elle est très relative, qui se développe. Et puis, il faut bien qu'il y ait aussi dans les camps des gens qui ne sont pas misérables et qui ont un certain pouvoir sur les autres pour organiser une certaine politique dans le camp. Alors, ça c'est, si vous voulez, ce qui se passe, par exemple, dans un camp de Guinée, où l'administration les ONG voulant avoir des interlocuteurs pour organiser l'intervention humanitaire ou l'intervention du HCR, demandait des responsables de secteur. Or, les responsables de secteur, bien souvent, sont les réfugiés les moins mal lotis. C'est-à-dire, ce sont des gens qui parlent l'anglais, c'est très important, et ce sont des gens qui ont un peu d'argent, voire beaucoup. Puisqu'il y a, dans les réfugiés, il y a tout. Être réfugié, ça n'est pas une classe sociale. Encore que, dans les réfugiés en général, souvent, ceux qui vont au final ne pas aller ou ne pas rester dans les camps sont ceux qui ont les moyens de s'installer ailleurs. Ça, on pourra y revenir. Mais, a priori, tout le monde peut se retrouver dans un camp de réfugiés. Et donc, on a aussi à l'intérieur des camps des hiérarchies sociales assez ordinaires qui se mettent en place. Et il m'a été donné de constater, par exemple, que dans tel secteur d'un camp de Guinée, un commerçant qui était en fait dans sa vie ordinaire avant le déplacement et la sortie du Libéria, qui était un commerçant de diamants, il avait donc pas mal d'argent et il avait installé autour de chez lui des petits éléments comme simplement le fait
de pouvoir moudre, de pouvoir enfin, aider les gens à préparer la cuisine à partir de la ration alimentaire, etc. Il avait chez lui un certain nombre de choses qu'il avait installées. Il avait commencé à avoir une maison, elle était toujours en pisé, mais enfin bon, il avait ajouté une pièce, il avait construit lui-même des éléments comme ça, qui fait qu'il avait auprès de ses voisins une certaine aura ou une certaine autorité qui faisait que lorsque les gens devaient dire quelque chose, quand on leur demandait quelque chose, eh bien ils renvoyaient à cette personne-là en disant « lui, il va parler en notre nom ». Ou bien, dans le même camp, c'était le cas aussi d'un pasteur d'une église, de ces qu'on appelle des nouvelles églises chrétiennes, qui sont nombreuses au Libéria et nombreuses dans les camps de réfugiés de Sierra Leone, où bien souvent les pasteurs qui ont eux-mêmes créé ces églises, qui leur ont eux-mêmes donné un nom, hein, on appelle ça aussi des églises de garage, des fois, qui naissent un peu comme ça, selon le projet d'une personne ou d'un groupe de personnes. Les pasteurs qui animent la vie de ces églises deviennent aussi parfois des vrais leaders politiques. Et dans ce camp de Sierra Leone dont je parle, c'est à un moment donné un des pasteurs, enfin le pasteur d'une des églises de ce camp, qui finalement a pu arriver auprès des responsables du camp avec un cahier de doléances qui présentait un certain nombre de plaintes de la part des réfugiés et de demandes d'amélioration des conditions de vie dans ce camp même où, comme je racontais au début, l'administration du camp avait choisi elle-même son réfugié de préférence et où l'administrateur avait déclaré que le camp n'a pas besoin de démocratie pour fonctionner. Il y a donc un certain nombre de leaders qui émergent dans les camps qui ne sont pas, où on aurait tort de croire que ce sont des leaders qui viennent d'organisations politiques qui existaient déjà avant et que donc il y a une politisation par l'extérieur des camps qui viendrait altérer la parfaite harmonie de l'intervention humanitaire qui, elle, serait apolitique, etc., etc. Ce sont des produits des camps. Ce dont je parle, ce sont des choses qui viennent des camps eux-mêmes et de la vie quotidienne au sein de ces camps. Donc, pour continuer d'énumérer un petit peu ces types d'actions politiques, il y a aussi donc les réunions informelles et les rédactions de cahiers de doléances qui peuvent se faire par exemple dans des églises ou chez des gens, etc. Il y a aussi, ce qui est tout à fait étonnant, il y a des grèves de réfugiés qui sont employées dans le fonctionnement des camps par les ONG et les agences onusiennes. Et l'emploi des réfugiés dans ces organisations est une source de revenus assez importante, même si les gens reçoivent une rétribution qui n'est pas considérée comme un salaire, puisqu'ils sont considérés dans l'hypocrisie générale du système, on considère qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Donc n'ayant pas le droit de travailler, ils n'ont pas de salaire, donc ils ne touchent pas un salaire, mais ils touchent une compensation, mais pour eux, bien évidemment, c'est un salaire. Et donc ils considèrent que leur salaire est insuffisant par rapport aux travailleurs nationaux. Par exemple, on est en Guinée, et il y a des Libériens et des Sierra-Léonais qui sont chauffeurs, balayeurs, enfin qui font un peu tous les travaux ordinaires qu'il y a à faire dans ce lieu. Il peut y avoir 100, 200, 300 personnes qui travaillent dans ces organisations et ils constatent que les employés locaux nationaux sont mieux payés qu'eux, ils trouvent que c'est pas normal, et donc les ONG leur disent oui mais vous c'est pas un salaire parce que vous n'avez pas le droit de travailler, et bien qu'est-ce qu'on est fait si on n'est pas en train de travailler, ils sont bien en train de faire la même chose, et donc ils demandent une équivalence de salaire, et donc on a des mouvements sociaux comme ça, dans les camps, comme il y a eu, comme j'ai pu voir dans le camp de Dadaab au Kenya, qui est un énorme camp, comme je vous disais, avec 450 000 habitants, et donc énormément de gens qui travaillent dans les organisations humanitaires, et donc de véritables problèmes sociaux en permanence que les administrateurs des camps ont à régler. Alors dans ce cadre, les réfugiés qui ont ces différentes actions, ces différents mouvements, instaurent un face-à-face
à caractère politique qui les oppose à ce qu'ils appellent eux-mêmes les UN, les Nations Unies, quelle que soit finalement l'affiliation exacte, et qui sont généralement blancs. C'est donc un rapport aussi entre un rapport nord-sud, on va dire. Ce sont en général des blancs, ce sont des gens qui représentent la dite communauté internationale, qui utilisent ce terme-là d'ailleurs, ou bien, comme ils le disent, les UN, les Nations Unies, et dont la présence devant eux, la présence humaine et matérielle du déploiement humanitaire est une manière de réifier, de mettre en réalité cette entité qui pour nous est parfois un peu vague, les Nations Unies, la communauté internationale, et bien tout d'un coup ça devient un acteur concret de la vie réelle. Alors je voudrais juste terminer pour introduire un élément de discussion donc sur une question simple, ça serait le réfugié comme sujet politique. Alors, on voit bien que le sujet de l'action humanitaire est un sujet assujetti, comme on dirait par définition, est un sujet, il est le sujet du biopouvoir, pour reprendre les termes de Foucault, c'est-à-dire que on ne lui suppose pas a priori une parole ou une pensée qui serait différente de celle qu'on attribue à cette intervention. Non pas que les gens soient méchants et qu'ils pensent que les réfugiés ne pensent pas, mais cette pensée-là n'a pas de place dans l'organisation du dispositif. Et donc, tout ce qui amène un peu un dérangement, tout ce qui amène un peu de subjectivité différente de ce sujet-là, dérange. Par exemple, quand j'évoquais tout à l'heure le commerçant de diamants qui avait une fonction de leader de secteur et qui était quelqu'un qui était prêt à tenir tête et même à être agressif avec des représentants des UN, comme ils disent, les travailleurs humanitaires disaient il faut éviter ce gars-là, ça n'est pas un vrai réfugié. Ben, pourtant, il est réfugié comme les autres, il a bien sa carte de réfugié. Oui, mais il n'a pas besoin de nous, puisqu'il il ne se présente pas comme une victime. Donc, s'il n'a pas besoin de nous, ce n'est pas un vrai réfugié, et donc ça n'est pas lui notre interlocuteur. Notre interlocuteur, c'est la personne à qui nous allons donner de l'aide et qui va l'accepter sans rien dire, etc., etc. Donc les oppositions ou les malentendus sont fréquents. Par exemple, il y a une catégorie qui est très importante, qui est la catégorie de vulnérables. Dans un des camps où j'ai travaillé, qui est celui de Maheba, en Zambie, il y avait même une partie de ce camp, qui est un camp où il y a 58 000 personnes, qui est très vaste, qui est très grand, et donc il y a plusieurs secteurs. Et un des secteurs était appelé le camp des vulnérables. Donc le camp des vulnérables, en fait, c'était des personnes âgées, des handicapés physiques et des gens complètement dans un état d'indigence complète, de malades mentaux, qui n'avaient pas de secours familiaux, qui étaient isolés. Voilà. Et donc ils étaient dans des toutes petites tentes où on tient à peu près assis et à genoux, mais on ne tient pas debout. Et ces gens-là vivaient dans ces tentes-là, et donc il avait un traitement particulier, on disait c'est le camp des vulnérables. Et alors, il faut savoir que le HCR utilise une quinzaine de catégories dites de vulnérables, c'est-à-dire qu'on a différents degrés de vulnérabilité qui sont, d'une certaine façon, plus catégorisés que les autres, et avec des différences supposées de prise en charge. Donc on a le handicapé physique, la femme seule avec enfant, l'enfant mineur sans parents, le malade mental, etc. Donc vous avez un mélange, si vous voulez, de caractère physique, de caractère psychiatrique et de caractéristiques sociales
femmes seules avec enfants, par exemple, il y a un spécial, qui se mélangent pour créer des sous-catégories qui ont pour effet d'exclure les autres de certains droits auxquels ceux-là auraient plus droit que les autres, ou inversement, comme dans le cas de ce camp des vulnérables, de mettre à l'écart un peu plus que les autres ceux qui seraient dans telle ou telle autre catégorie. Donc on a littéralement là une figure foucaldienne de l'exercice du biopouvoir où cela fonctionne, où les catégories fonctionnent comme des moyens de tri, de classement et de répartition des populations à traiter, ce qui implique d'en retenir quelques-unes et d'en exclure d'autres pour l'accès à certains soins ou au contraire le placement dans certains lieux, etc. On peut généraliser ça aussi par le fait qu'on considère par exemple que les réfugiés doivent être redéplacés dans certains cas de lieux où ils seraient trop nombreux ou bien où ils formeraient des campements informels pour les remettre dans des camps de réfugiés contrôlés et organisés par le HCR afin de contrôler un petit peu toutes ces situations. Alors, face à ces catégorisations de vulnérables et autres, des protestations ont lieu, très, très brèves, parfois très violentes, de la part des réfugiés qui sont souvent les moins mal lotis, comme je le disais, puisque ce sont eux qui jouent le rôle de leader, ceux qui savent parler anglais, qui ont un peu d'argent de côté et qui sont reconnus par les autres pour parler en leur nom. Donc qui parle au nom des réfugiés, si vous voulez, est une question importante, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec un malentendu du côté des travailleurs, des intervenants humanitaires. Donc ces leaders viennent voir les Blancs des organisations humanitaires pour dire, par exemple, comme dans le cas du camp de Sierra Leone dont je vous parlais, que tous les réfugiés sont vulnérables, et donc refusant les catégorisations produites par les opérateurs de l'intervention humanitaire. Alors, dans toutes ces actions, il y a bien sûr des enjeux matériels, qualité des abris, qualité ou quantité de la ration alimentaire, droit de circuler, droit de travailler, puisque souvent, pour pouvoir travailler, il faut pouvoir sortir des camps et donc avoir des laissez-passer. Et donc le laissez-passer est quelque chose qui n'est pas facile à obtenir. Mais il y a aussi dans toutes ces actions une demande plus générale de droit qui utilise le nom de réfugié en, d'une certaine façon, détournant le langage humanitaire qui, comme je le disais, associe au nom de réfugiés le nom de la victime silencieuse. D'une certaine façon, ces personnes disent « Nous ne sommes pas les réfugiés que vous croyez, nous sommes d'autres sujets ». Le sujet, dans ce cas, n'est pas un citoyen, puisqu'aucun État ne lui reconnaît cette condition, là où il est, dans cette place. Aucune loi de citoyenneté ne correspond à sa condition de victime, qui est faite de corps souffrants et silencieux. L'individu réfugié, détaché de ses contextes de socialisation et d'identification, est donc arrêté simplement dans un écart, dans un lieu qui a la forme du camp, si vous voulez, selon une place assignée en dehors de tout espace de reconnaissance politique. Ce point-là est important puisque on est, si vous voulez, un petit peu dans la figure arendtienne de Hannah Arendt, qui explique que le déplacé, bien plus que la minorité sans État palestinienne, sahraoui, karen, demande un État, cherche un territoire national, et donc d'une certaine façon renforce le désir d'un État-nation, alors que ces personnes qui sont là, dans une espèce, certains diraient, et Bauman n'était pas loin d'utiliser ces termes-là, d'infra-humanité, de sous-citoyens, où là on n'est même pas dans le sous-citoyen, puisqu'on est dans un état de fait où il n'y a pas d'exercice de citoyenneté, donc il n'y a même pas de degré, simplement il y a un écart, si vous voulez.
Et dans ce contexte-là, pour reprendre Hannah Arendt, elle explique, ce n'est pas la minorité sans État qui montre la crise de l'État-nation, c'est l'individu déplacé qui a perdu sa place, qui est sans place, et celui-là montre la crise de l'État-nation, c'est-à-dire, pourquoi? Parce que l'État-nation l'a exclu de son périmètre, mais aussi parce qu'il montre qu'on peut vivre en dehors de l'État-nation. Et ce que montrent les acteurs qui sont là, certains dans des camps depuis 5 ans, mais on va de 5 ans à 60 ans, et je peux vous donner vous l'avez dans l'ouvrage qui a circulé, les différents exemples de camps qui durent 5 ans, qui durent 20 ans, qui durent 30 ans, 40 ans, 50 ans pour les camps afghans au Pakistan par exemple, ou 60 ans pour les camps palestiniens au Proche-Orient. On est dans une figure qui, sur le plan juridique et politique, correspond à des gens qui ont refait leur vie et qui s'expriment politiquement sans État, en dehors de la figure de l'État-nation. Donc l'individu réfugié, détaché de ses contextes de socialisation et d'identification, est stoppé dans un mouvement, et ça, si vous voulez, la question de la mobilité et de l'immobilité, elle est centrale dans cette discussion-là, et dans la discussion de ce qu'est la mondialisation, avec les dizaines et les centaines de milliers de gens qui circulent, et les dizaines ou centaines de milliers de gens qui sont arrêtés dans une circulation. Donc le rapport mobilité-immobilité, des gens qui sont donc stoppés dans un mouvement, laissés en reste dans une place assignée, en dehors de tout espace de reconnaissance politique. Dans ce contexte-là, l'action du réfugié serait donc l'action d'un devenir citoyen, comme le terme qu'a utilisé Balibar à propos de ce qu'il appelait le citoyen-sujet. Ça serait un devenir citoyen, ou bien alors, plus précisément, je crois qu'il faut approfondir un petit peu cette piste-là, c'est quelqu'un qui agit en politique, déclame, crie, interpelle, manifeste son désaccord, fait des cahiers de doléances, exige, bouscule, frappe, jette des pierres, pour en revenir sur les différents exemples. Il agit en politique comme s'il était question de citoyenneté, mais dans un espace et un langage qui, eux, sont humanitaires ou sécuritaires. On pourra aussi évoquer les centres de rétention, avec les incendies volontaires dans les centres de rétention et les différentes manières d'organiser l'action politique dans les centres de rétention. Un langage et un espace qui sont humanitaires ou sécuritaires et ne connaissent donc que le sujet-objet, pour reprendre un des termes de la discussion des philosophes, le sujet-objet étant, si on veut, la figure foucaldienne du sujet assujetti. L'assujetti, image et corps silencieux du vulnérable indésirable. Il lui faut donc créer le moment politique par une violence, par un geste, une imposition brutale, une interruption du cours normal des choses. Et c'est cette violence politique, cette violence de ce qui permet l'action politique, qui est assez caractéristique de l'ensemble de ces actions-là. Quand j'évoque les jets de pierre de réfugiés contre des gens du HCR qui viennent compter les réfugiés, par exemple, bon, bien évidemment, on va leur dire, mais vous êtes des violents, vous êtes... Bon, c'est ce qu'ils veulent établir pour établir un rapport politique, un rapport de reconnaissance politique, ou bien ces femmes qui arrêtent une voiture et qui prennent violemment les gens et qui les séquestrent, où on considère que ça n'est pas de la politique, c'est de la violence, et pourtant c'est une forme de la politique. Donc un geste, une violence, une imposition brutale, une interruption du cours normal des choses qui permet de transformer la scène humanitaire en une scène démocratique ou une scène politique. Jacques Rancière avait fait dans son ouvrage La Mésentente, et toute une partie de l'ouvrage à propos justement de la question des droits de l'homme, avait fait ce rapport, cette tension entre scène humanitaire et scène démocratique, une scène politique, quoi, disons, qui est donc occasionnelle, inattendue, liminaire. Mais à ce moment-là, donc le sujet est sans état,
Et ce qu'il exprime réclame un périmètre de légitimité de l'action politique au-delà ou en dehors de la sphère de l'État-nation, reconnu encore mondialement comme étant le périmètre du droit politique. Ce qui s'exprime là existe bien et n'existe pas. C'est un citoyen supranational ou non national qui opère une inversion du rapport entre droit du citoyen et droit de l'homme. Ces droits de l'homme se mettent à exister à un moment donné comme langage politique qui fait alors exister le sujet comme demande de citoyenneté pour le temps au moins que dure cette scène, chacune de ces scènes qui sont toujours sporadiques ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les réfugiés ne passent pas leur temps à manifester et à s'organiser contre les humanitaires, mais c'est aussi une question de l'anthropologie politique, on va dire, que d'aller voir dans ces espaces où ces actions-là à caractère politique, de sujets politiques ou de citoyenneté ne sont pas prévues dans l'ordre normal des choses, d'aller voir à quel moment et dans quelles conditions elles se passent. Voilà, je vous remercie.